La presse locale ainsi que les internautes en font leur chou gras depuis 2 jours. L'information, quand bien même elle tarde à être confirmée par le gouvernement, est relative au limogeage du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Aguelonchi. Un limogeage qui intervient un mois après ceux de Hervé Romain, Séverin Quenorme et Jean-Claude Donan-Oussou. 4 ministres limogés, donc, contre toute attente, en l'espace d'un mois, quand on sait que le président de la République, Patrice Talon, a été un peu plus clair sur la question du remaniement ministériel à lui posée par les journalistes en mars dernier. On ne change pas une équipe qui gagne. D'où la question sur toutes les lèvres depuis peu, que se passe-t-il au sein de l'équipe gagnante? Remaniement, sinon limogeage, donc tous azimuts de ces ministres. Quelle mouche a bien pu piquer Talon? On en parle dans l'actu décalé de ce jour avec Olivier Michel de Campos, qui est un habitué de ce plateau. Olivier Michel, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Et juste en face de vous, Laurent Roland Tonné Inquiès. Et bien sûr, comme vous le savez, amis téléspectateurs, cela ne se passe pas sans vous. Vos différentes contributions sont les bienvenues au 96 76 68 68. Je propose qu'on démarre, Olivier Michel de Campos, par le dernier cas en date, celui donc du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Aguelonchi. Avez-vous été surpris par l'annonce de ce limogeage? Vous savez, en matière politique, on ne peut pas dire qu'on est surpris parce que déjà le chef de l'État, il a toute la latitude constitutionnelle pour donc disposer de son gouvernement comme cela lui convient. Et donc, mais ce que moi, cela me suggère plutôt, c'est cette pensée-là de Churchill, de Winston Churchill, qui disait que il ne faut pas être à cheval sur un principe au point de ne pouvoir en descendre si les circonstances l'exigent. Et donc, cette phrase, à mon sens, elle résume un peu ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui avec un président qui a fait une déclaration précédente et qui, contre toute attente, a commencé par poser des actes qui vont dans le sens diamétralement opposé. Et donc, on observe que le président Patrice Talon, après avoir fait de la stabilité de son équipe gouvernementale, c'est quelque chose quand même qu'il faut saluer. Enfin, pas saluer, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire remarquer parce que ce n'est pas commun d'avoir des ministres de 5, 6, 7 ans. Et donc, après avoir fait donc, de la stabilité de son équipe gouvernementale, plus qu'un principe, mais une marque de sa gouvernance, on se rend compte aujourd'hui que, voilà, contre toute attente, il commence à y avoir un peu de l'eau dans le gaz. Et donc, tout le monde se souvient de cette phrase-là. C'est vrai, qui était déjà célèbre, mais que le président a rendu encore d'autant plus célèbre en la transposant dans le contexte politique. On ne change pas une équipe qui gagne. Et donc on se rend compte que l'équipe qui gagnait, en tout cas aujourd'hui, semble ne plus forcément gagner. Maintenant, bon, les raisons qui pourraient expliquer cette situation sont plus ou moins floues, parce qu'on ne nous dit pas concrètement ce qui est reproché aux uns et aux autres. Donc on est là et puis voilà, on est pris par le coup, par les informations qui nous tombent dessus. Et donc, il faudra peut-être attendre quelques jours, quelques semaines pour en savoir davantage, peut-être sur les aboutissants de ce qui. Mais peut-être que dans le débat, on pourra peut-être évoquer quelques pistes, peut-être. D'accord. Avant que d'aller justement sur les pistes, les raisons qui auraient pu fonder ce limogeage de Aurélien Aguelonchi. Attardons-nous encore sur le cas du ministre des Affaires étrangères très rapidement. Pour vous qui êtes donc consultant, analyse géopolitique, spécialiste des questions internationales, si on devrait parler d'acquis au niveau justement de ce ministère pour Aurélien Aguelonchi, que retenir très rapidement? Bon, si on doit résumer en quelques pensées, le séjour du ministre Aguelonchi à la tête du ministère des Affaires étrangères, on retiendra peut-être les œuvres, le retour, le retour des trésors royaux, de façon fondamentale. Maintenant, autour, il y a quelques acquis, je prendrai comme ça au hasard. Déjà, la mobilisation, en tout cas, il y a cette capacité-là de mobilisation de ressources pour le développement. On a quand même observé que depuis 2016, il y avait pas mal d'activisme sur la scène internationale pour mobiliser. Parce que pour mobiliser les ressources au niveau international, il faut quand même faire preuve d'un certain activisme. Il faut aller sur le terrain, il faut faire des offices diplomatiques, il faut avoir
voilà, comment dire, le répertoire qu'il faut, le répertoire qu'il faut, les contacts qu'il faut, toucher ce qu'il faut. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, d'assez impressionnant. Il y a également la confiance retrouvée, j'ai envie de dire, la confiance retrouvée, la crédibilité du Bénin, en tout cas sur la scène internationale, parce qu'il ne faut pas quand même se le cacher. Aujourd'hui, quand vous allez un peu à l'étranger, pour nous qui avons fait un peu voilà, ces pays-là, on a une autre image du Bénin aujourd'hui, voilà, qui n'est pas forcément celle qu'on avait il y a quelques années encore. Et donc, il y a cette crédibilité-là, cette confiance-là retrouvée pour la plupart venant des opérateurs ou des institutions financières, des partenaires techniques et financiers, comme on les appelle. Et donc ça, c'est quelque chose également qu'il faut mettre à l'actif. Pas du ministre en lui-même, en tout cas du gouvernement, parce que le ministre n'est pas le seul comptable de ce qui se passe. Et donc, il y a également cet élément qui est aussi intéressant, c'est dans le cadre de l'intégration régionale et africaine, il y a quand même ça qu'il faut souligner, qu'il faut saluer, c'est l'ouverture du Bénin sur le monde avec le Free Visa, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que tous les pays africains, le e-visa déjà d'un côté, voilà, qui permet à n'importe qui d'aller directement, voilà, lui-même qui veut venir au Bénin pour les formalités. Il y a également cette ouverture-là qui a été faite et qui permet à pratiquement tous les pays africains, les ressortissants des pays africains, de venir au Bénin sans visa. Ça date de l'ancien régime. Pardon? Ça, c'était des initiatives de l'ancien régime. De l'ancien régime, bon, concrétisé, qui a été concrétisé. Voilà, l'état d'une continuité, comme on dit, donc voilà, qui a été concrétisé sous donc, le président Patrice Talon. Et donc ça, également, c'est quelque chose qui est assez peu commun dans notre région. Et même parfois, quand on parle de libre circulation des personnes et des biens, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, également, c'est un signal assez intéressant. Et pour clôturer, je mettrai l'accent sur le retour de ces œuvres, de ces trésors royaux, qui non seulement ont ravivé une sorte de fierté nationale, mais également ont transcendé la sphère béninoise pour voilà, faire tache d'huile dans d'autres pays de la sous-région et d'Afrique. Et donc, qui s'en inspire désormais pour que ce soit fait de façon beaucoup plus globale. Je sais que sur la question des 26 trésors, justement, Laurent Roland-Antonin Kess a un avis bien tranché. Mais bon, je ne lui permettrai pas justement de nous en faire part aujourd'hui. Devant le Béninois, je dirais ce que j'ai envie de dire. Et il le sait très bien d'ailleurs. Oui, donc ne vous... Non, je ne vais pas sur ce terrain parce que c'est un dossier derrière moi et j'ai dit, j'ai fait un combat à un moment donné et d'autres sont venus me mettre hors de ce combat pour profiter de ce qu'il faut profiter. Le reste, on continue, nous sommes béninois. Alors, Laurent Roland-Antonin Kess, Aurélien Agbenochi n'est plus membre du gouvernement, même si, comme je l'ai dit, au Conseil des ministres hier, on se serait peut-être attendu à ce que l'information soit rendue officielle, mais je n'en ai rien pour le moment. En même temps, on est habitué, on a vu le cas, donc c'est un Quenom suivi par Hervé Romain et Jean. Quenom qui a entraîné. Donc dans sa normocommunication. Voilà, la normocommunication. Non, mais il n'y a plus de normocommunication normalement. Mais voilà, normalement, on n'est plus dans la normocommunication. Bon, après, peut-être que le porte-parole du gouvernement viendra nous dire le contraire sur nos plateaux. Toujours est-il donc que oui, on a vu le cas Syrien Quenom qui a entraîné dans sa chute. Merci de m'avoir passé l'expression. Hervé Romain et Jean-Claude Donat-Oussou. Du coup, on n'est pas surpris que le porte-parole du gouvernement ait tenu ses propos hier en Conseil des ministres, enfin après le Conseil des ministres. Oui, justement, on fait bien de préciser que l'information a circulé et ça n'a pas été confirmé. Après, il est parti, pas seul, il a entraîné quelqu'un dans sa chute. Et donc, vivement, certainement que comme Aurélien, son info n'est pas confirmée hier non plus, craignons que qu'il entraîne encore. Et comme je le disais, on entend déjà. Déjà, oui, ça circule depuis hier. Il y a deux autres ministres qui sont... Donc, qui pourraient partir dans le prochain jour. Alors, moi j'ai un problème avec le pouvoir en place. C'est-à-dire que le chef a dit, et je crois que Michel Decampos fait bien de le dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais malheureusement, on constate que oui, le chef, le président du COB, Rupture FC, que j'aime bien le dire, tel que j'aime si bien le dire, décide de changer des joueurs. Quand on change un joueur en plein match, c'est qu'on dit, on a peut-être la possibilité d'expliquer pourquoi est-ce que le joueur est changé. Parce que si c'est un remaniement, on change peut-être une équipe et on n'a pas d'explication à donner. Mais quand en plein
en plein processus comme ça, on en arrive à sortir un ministre, ça veut dire qu'il y a quelque part un problème. Et donc, on doit pouvoir donner l'information aux Béninois. Parce qu'en réalité, c'est ça l'opacité qui entoure parfois le fonctionnement de ce pouvoir et que les gens dénoncent à tort ou à raison. Mais dans la matière, je pense que beaucoup ont raison de dénoncer cela. Parce que quand on dit que qu'un homme devait être sauté et puis on n'a pas voulu dire après on a confirmé, dites-nous les raisons pour lesquelles il est sorti du gouvernement. Parce que juste après le contraire, s'il est efficace et qu'on n'échange pas une équipe qui gagne, pourquoi vous l'avez sorti? Vous l'avez sorti pour un motif clair. Si Réhomé est parti, quel est le motif qu'il a amené? Aujourd'hui, si on sort Agbenochi du système, qu'on nous dise clairement ce qu'il a sorti, ce qui a amené à le sortir du pouvoir. Et donc, en la matière... Il y a quelques raisons évoquées voilà, pour justifier peut-être ce départ donc, d'Aurélien Agbenochi du gouvernement, même si ce n'est pas encore officialisé, une fois de plus, mais dans la presse, il y a quelques raisons. Voilà, non, moi j'ai des éléments, j'ai des informations à mon niveau que j'ai pu évoquer peut-être hier sur un certain nombre de dispositions qu'il aurait prises, des dispositions qu'il aurait prises personnellement pour pouvoir montrer que, du chef de l'État, pour peut-être vouloir se positionner pour 2026. En griffe, ce n'est pas confirmé. D'autres vous diront que c'est l'affaire de raffinerie d'un côté. D'autres vous diront que c'est parce que il a sorti une note de service au ministère pour maintenir quelqu'un qui a été, sauter quelqu'un qui a été nommé en conseil ministre. Donc, l'un dans l'autre, il y a tellement de choses. Et j'appelle tout ça, même ce que j'ai dit, comme une supputation. Donc, en la matière, c'est le gouvernement qui doit nous donner l'information. Et vous faites bien de dire, parler de normocommunication. On nous a dit qu'on a mis fin à la normocommunication. Mais si vous mettez fin à la normocommunication, dites-nous les informations, donnez-nous les informations. Parce qu'on ne peut pas se lever et sortir un ministre du gouvernement comme ça. Il y a toujours une raison qui motive une telle décision. Et la raison doit être connue de l'opinion publique pour que d'autres personnes ne fassent pas les mêmes erreurs, justement. Quand on donne l'information, ce n'est pas nécessairement pour saquer ou en tout cas pour vilipender l'autre, mais c'est en même temps pour donner des leçons à ceux qui sont encore au gouvernement aussi, à la jeune génération pour dire, quand vous êtes au gouvernement, vous ne devez pas faire telle erreur. Mais quand vous êtes muet sur la question et qu'on saute et on se comporte comme si parfois les Béninois n'ont pas droit à l'information. Nous avons droit à l'information. D'ailleurs, les journalistes ont droit à l'information. Parce que nous, au moins, on aurait pu organiser une conférence de presse depuis pour dire voilà les raisons pour lesquelles on a sauté Sylvain Kenom. Voilà pourquoi, dans sa chute, il a entraîné Hervé Réhomé. Et là, ça permet aux journalistes maintenant de reprendre l'information et de partager avec les citoyens. Mais malheureusement, il y a un silence plateau et finalement, ça soulève beaucoup de questions. J'ai une question justement en la matière de mémoire. Est-ce que c'est déjà arrivé au Bénin que le limogeage d'un ministre soit réellement expliqué, que les raisons soient réellement, on va dire, données? On a pu voir Souboni Aïe, des ministres où on a donné des informations pour dire ils ont sauté. Claire et précise sur les raisons donc, ayant justifié. Oui, non, même si on ne donne pas toutes les raisons, il y a au moins des éléments de réponse. On ne dit pas tout parce qu'il y a. De manière officielle. Oui, il y a au moins quelques informations qu'on donne. Ici, c'est un silence radio et ça inquiète. D'accord. Toujours est-il que le ministre Aurélien Agbenochi n'était pas en conseil des ministres hier. Oui, alors, le monsieur aussi a dit à confirmer à Jeune Afrique qu'il a reçu l'info le jour là, donc vous voulez qu'il aille là-bas. Alors oui, en termes justement de raisons qui pourraient fonder ce limogeage, oui, quelles sont les infos que vous détenez, vous, par exemple? Oui, vous savez, je vais abonder dans le même sens que mon confrère Roland. Vous savez, lorsqu'on nomme un ministre, on fait bien de nous dire il est compétent, il a tel diplôme, il a fait telle école, il a ce bagage intellectuel, ce carnet d'adresse. On nous vante le personnage, mais on remarque souvent que lorsqu'il est débarqué, silence radio, comme le disait, voilà, sur les motifs qui pourraient être à l'origine de ce débarquement. Et ça me pose un problème à moi. Parce que je me rends compte que nous sommes dans un système, et ça, je mets l'accent là-dessus, parce que pour moi, c'est un peu comme l'échec de notre classe politique, notre classe dirigeante, la classe intellectuelle dans son ensemble, parce que c'est l'absence de débat. Et je vais aller plus loin en disant quoi? Vous savez, dans les systèmes occidentaux, et vous disiez tout à l'heure, vous demandiez s'il y a déjà eu des expériences ou des cas où on a révéler clairement les raisons, ça a pu arriver, comme on l'a dit, voilà, mais de façon assez laconique. Mais ça soulève l'absence de débat. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes dans un gouvernement, cela suppose que vous avez une idéologie.
vous avez un mode de pensée, vous avez un fond qui fait que lorsque vous n'êtes pas à un moment donné en phase avec le président de la République ou le Premier ministre, pour ceux qui en ont, vous avez la possibilité de mettre le débat sur la place publique pour que chacun puisse être fixé et savoir que vous avez des positions X ou Y que vous défendez. Et donc, comme on est dans un système où il n'y a pas de débat, donc il n'y a pas de pensée stratégique, et donc quand il n'y a pas de pensée stratégique, c'est qu'il n'y a pas de base idéologique, il n'y a pas de fondement. Donc, on est dans un système comme ça où... Il y a la pensée du chef. La pensée, oui, la pensée du chef ou du prince. Donc, on est dans un système où on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui guide les hommes. Parce que, si vous voulez, on peut supputer, comme on disait, sur les raisons qui auraient pu justifier ce limogeage-là. Mais comment est-ce qu'on peut le faire de façon objective si on ne sait pas un peu quelle est la pensée de l'homme? Peut-être que l'homme aurait pris des positions qui iraient à l'encontre de la volonté du chef. Mais ce qui serait intéressant, et là où je mets l'accent sur le débat politique, c'est de nous dire, par exemple, aujourd'hui, oui, j'ai pris telle option, le chef n'est pas d'accord, donc je m'en vais, ou j'ai été débarqué parce que j'ai pris telle option. Et là où c'est intéressant, c'est quoi? C'est que peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans, lorsque cet acteur-là, peut-être qu'il voudrait se lancer en politique, ou peut-être un acteur politique déjà, reviendra sur la scène, nationale ou politique, on pourra se faire le compte et dire, mais il avait raison à ce moment-là, ou il avait tort. Donc on pourra situer, ça donne la crédibilité, on pourra situer les responsabilités, savoir, et dire qu'effectivement, il avait raison. Donc sa ligne directrice, on peut la lire, on peut la comprendre. Donc il y a cette absence-là de lisibilité dans les actions de nos dirigeants et qui fait qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'autant on attend du gouvernement des clarifications sur les raisons. Tout à fait. Autant on attend du ministre, pourquoi pas, qu'il nous dise concrètement ce qu'il lui est reproché. Tout à fait. Et je pense que oui, en la matière aussi, ça inquiète parce que vous allez voir que souvent, on débat quelqu'un du pouvoir, on ne dit pas pourquoi la débarquer, et puis on le nomme conseiller ou chargé de mission. La régie Laurent qui fait débarquer justement un intervenant au bout du fil, on va le recevoir, pas de souci. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Oui, merci de vous présenter. Monsieur Rigobert, on vous écoute. Ok, merci de me dire. Voilà, je ne veux pas dire limogeage sous attribut. D'accord. Pourquoi? Parce que le gouvernement, vous savez que c'est un mouvement. Il y a des choses qui se disent là-bas sans que nous autres ne sommes informés. Peut-être là-bas maintenant, mais il faut que l'enfant fasse ce qu'il va faire là-bas parce que nous ne sommes pas des publics. Et il y a faute mineure, il y a faute majeure. Ok. C'est vous qui avez amené ça à votre la rupture. Et s'il y a faute mineure, ça devient faute majeure. Faute, c'est faute. Il n'y a pas mineur et majeur. Faute, c'est faute. Non, pourquoi dire faute, c'est faute? Tu sais, comment dit-on, en réalité, il y a des débuts fautes. Qui vole un œuf volera un bœuf. N'oubliez pas ça. Donc il n'y a pas faute mineure, faute majeure. Allez-y. Et surtout finir, oui. Allez-y, monsieur Rigobert. Allez-y, monsieur Rigobert. Allez-y, on vous suit. Ok, donc là-bas, peut-être, et ce que le président est en train de changer maintenant, on a fait des choses, dont il a fait des reproches, et ça se multiplie. Là, maintenant, aujourd'hui, vraiment, je décide de mettre à ton contrat. Oui. Ou bien, c'est aujourd'hui que la personne a fait la faute. Et la faute est vraiment majeure. Donc, il faut mettre et à ton contrat risque de ne pas créer de problème après. D'accord. Donc, ça, par exemple, il y a avec le président qui est président rwandais, si je me trompe, qui était en visite au Bénin, on ne cherche pas l'équipe qui gagne. C'est le Nigérien. Nigérien, Bazoum. Mohamed Bazoum. Oui. En ce cas, l'équipe gagnait. D'accord. Maintenant, l'équipe ne gagne plus. Après le départ de ce président, l'équipe a commencé par faillir. Pas perdre, en fait. D'accord. Apparemment, ce président a mené la poussière du Niger et ils sont enrhumés. Peut-être que c'est la poussière du Niger qui est. Le président n'a pas pu dire
D'accord, merci. Merci, M. Rigobert. Merci, franchement. C'est tellement que Bazoum, en arrivant, a amené la poussière du Niger, du désert. Et donc, en partant, il a laissé la poussière, ça a enrhumé certains ministres. Ils sont changés. Alors oui, en tout cas, 4 ministres débarqués du gouvernement en l'espace de 2 mois. C'est plutôt surprenant. Non, c'est pas surprenant, comme on le dit. Non, c'est pas surprenant, puisque c'est le chef de l'État. Vu la croissance qu'il y a eu jusque-là. Oui, si on se réfère à la constance, mais en même temps, il faut dire que c'est le chef de l'État qui est le seul maître à bord. À penser. Et qui décide de ça. D'accord. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui. Ah, monsieur Mora, bonjour. Mora de Pereira, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui. Ça va très bien, j'espère pareil chez vous. On vous suit. Merci beaucoup. D'accord. J'ai du mal à entendre ce que dit M. Mora. Voudrait bien nous vous suivons, M. Mora. Oui. Il nous appelait de Pereira, en tout cas merci à lui pour la paix, peut-être qu'il nous reviendra avant la fin. Oui. Non, je disais tout à l'heure que oui, parce que Michel fait bien de le dire, hein, vous sortez un ministre, vous expliquez pourquoi le ministre peut-être aussi, pour sa crédibilité aussi, dit pourquoi on l'a sorti, pourquoi on l'a sorti. Et là, tout le monde, institution sait qui a raison ou qui a tort, ou qui veut abuser de qui, dans une certaine mesure. Maintenant, l'autre chose, c'est que quand vous sortez un ministre, que vous le nommez chargé de mission ou conseil, ou bien vous le mettez dans une autorité de régulation, et tout là, ça pose des problèmes. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, c'est M. Amadou Gado. Ah, M. Amadou Gado, bonjour. Monsieur Gado, vous appelez d'où? Oui, de Parakou. Parakou? De Parakou. On vous écoute. Oui. Si M. Patrice Talon a démarqué son ministre, c'est parce que Patrice Talon, qui connaît le ministre, il a soigné le mauvais conseil. Actuellement, je passe notre pays n'est plus crédible. Ah, selon vous? La raison principale. Ah, ok, d'accord. Donc vous êtes dans les secrets du gouvernement. D'accord, merci beaucoup, monsieur Gado. Oui. Donc, je disais, quand vous sautez un ministre et qu'après il est nommé chargé de mission au conseil ou bien il est mis, on crée une autorité de régulation dans un secteur que le ministre est nommé là-bas, ça pose des problèmes. Parce que c'est pour des raisons que vous l'avez enlevé. C'est peut-être pour insuffisance. Même s'il n'a pas commis une faute assez grave, c'est qu'il y a insuffisance de résultats. Alors, quelqu'un qui a insuffisance de résultats, pourquoi le promouvoir ailleurs alors qu'il y a d'autres personnes dans le pays? Il a des compétences, justement, qu'il peut faire valoir ailleurs et non plus au niveau de ce ministère. Ah, mais des gens qui n'ont pas fait énergie, qui se retrouvent à l'autorité de régulation de l'énergie. Bienvenue. Peut-être qu'il est bon en termes d'administration. Merci de vous présenter. Monsieur Adéodou, bonjour. Monsieur Michel, on vous écoute. D'accord. Je salue François le plateau. Nous vous saluons aussi. Ok, bon, par rapport au thème de ce matin, je crois l'avoir dit sur ce plateau lorsque Kakouma était enlevé. Donc, c'est seulement le chef du gouvernement qui est le dieu de ces ministres. Parce que c'est lui qui décide de comment une telle journée peut se passer avec tel ou tel ministre. Oui, c'est vrai. Il va passer toute la journée avec lui ou pas, c'est seul lui qui le décide. Donc, à demander quelle bouche a piqué Patrice Talon, c'est lui seul qui saurait le dire. Parce que quand le gouvernement était allé, il nous avait habitués à un système de mots, et la normocommunication, vous en souffrez, vous ne pourrez rien faire, tous les mots possibles. Et c'est le mythe du mythisme. C'est au mythe du mythisme qu'on nous a habitués. Le chef de l'État ne parle pas et on ne sait pas qu'est-ce qu'il en pense de tel ou tel sujet. Maintenant, la mouche qui a pu purifier le président Talon, selon moi, c'est que peut-être il était dans l'excès de joie quand, en voyant Bazoum,
Et quand les ministres et les journalistes lui avaient posé la question, qu'est-ce qu'il pense du remaniement? Donc il a oublié qu'il devait être muet, ou bien mieux penser pour dire que bon, ça viendra. Mais il a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Vous voyez, donc, devant notre propre enfant, à l'école, même s'il travaille bien et s'il est assidu, tu ne dois pas dire devant lui, à l'école, devant son maître, que cet enfant, il travaille. Il va se croire que, bon, super-héros. Il va croire qu'il est super. Il peut tomber dans l'autosatisfaction. Il va faire autre chose à laquelle il s'y attendait. Vous voyez. Donc, n'oublions pas aussi que les tractations de 2026 sont là et que Talon, c'est un homme très, très réfléchi. Il est très réfléchi, il a tel nez partout, il fouine. Vous voyez, donc peut-être qu'il a des informations selon lesquelles ceux-là seraient en train de faire des tractations et avec certains prétendants de 2026. D'accord. Vous voyez, donc c'est seulement lui qui peut dire les raisons. Nous, on serait sur le plateau ici toute la journée. À supputer. Merci. Merci, M. Michel. Bonne suite de journée à vous à Porto Novo. Alors, il y a cette question dans la presse ce matin. Gascani en parle. Je pense qu'il y a Dynamisme Info qui en parle également. Ici, Baptiste Talon faisait carrément un remaniement ministériel plutôt que de procéder de la sorte. Oui, c'est une option, mais comme on le dit encore une fois, c'est lui qui a les cartes en main. C'est lui qui décide de qui doit partir et quand il doit partir. C'est les prérogatives que la Constitution lui confère. Mais si vous permettez quand même, c'est intéressant, certaines interventions. Je voudrais quand même revenir sur celle relative à la fermeture des ambassades parce que à l'entame, vous aviez introduit avec les acquis et tout, mais quand même il faut dire que c'est vrai, lorsqu'il a parlé de crédibilité, ce n'est pas tant la crédibilité du Bénin qui est en jeu, mais c'est plus la représentativité du Bénin à l'international. Et ça, pour un pays, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Lorsque vous n'êtes pas présent, il y a mal donne. Il y a problème fondamentalement. Et vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé il y a quelques semaines, je pense. Le Bénin qui était candidat au poste des Nations Unies, et voilà, qui n'a pas pu obtenir. Qui a tapé poteau. D'accord. Donc, si vous voulez, tout cela entre en ligne de compte de l'obtention de ce genre de postes internationaux. Aujourd'hui, les Sénégalais sont les champions, en tout cas en Afrique de l'Ouest, parce qu'ils ont une diplomatie très, très, très active. D'accord. Qui fait que vous avez des Sénégalais qui sont représentés un peu partout dans les instances internationales. Mais on ne le fait pas en fermant la quasi-totalité de ces représentations. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut être présent sur le terrain pour obtenir l'information. Pour obtenir l'information et pour savoir sur quel levier il faut appuyer. Donc, il y a quand même... je ne dis pas, je ne suis pas en train de critiquer dans l'absolu, mais ça aurait été bien quand même qu'on nous explique. Concrètement. Parce qu'à ma connaissance, on ne nous a pas expliqué concrètement. On nous a parlé de questions financières. Financières, surtout. Mais à aucun moment, on a fait le débat. Et je reviens encore sur la question du débat. Il n'y a pas de débat dans ce pays. On ne débat de rien. Il n'y a pas de confrontation d'idées. Parce que c'est en confrontant les idées... Heureusement qu'il y a des débats qui sont annoncés concernant le sujet de... la parentalité responsable. Heureusement. Heureusement. Donc, voilà, c'est ce qui aurait pu permettre quand même d'échanger sur ces genres de questionnements et de voir peut-être le juste milieu. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'observer aujourd'hui, on est en train de revenir à reculons, le gouvernement avance à reculons et est en train de penser à rouvrir certains postes qu'on a fait parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas tenable, c'est pas possible. Non, mais c'est pas surprenant. Quand le gouvernement est arrivé, vous allez voir, ils ont fermé beaucoup de choses. Après, on a réouvert la même chose avec d'autres dénominations. Donc, ça ne surprendra pas de voir que le Bénin a réouvert certaines représentations diplomatiques. Mais je le dis toujours, je l'ai toujours dit que ça a été un échec de Aurélien Abénonci. On a beau faire de dire qu'il est expert, en tout cas, cadre international, mais sur la question, il a échoué, le Bénin a échoué sur la question. Parce que vous allez dans certains pays aujourd'hui, les Béninois ne savent pas à qui s'adresser. C'est un problème. Alors qu'en réalité, dans ces pays-là, on aurait pu avoir des représentations qui pourraient même donner de la plus-value à notre économie, sur le plan sanitaire, sur le plan social. Et donc, c'est une question essentielle à régler
par le prochain ministre, en tout cas, ou la prochaine ministre des Affaires étrangères. Oui, en tout cas, une rencontre donc, pour relancer justement la diplomatie béninoise a été convoquée par le chef de l'État. Ouais. Donc on attendra de voir ce qu'il en sortira. Ce qu'il en ressortira, voilà, c'est encore une autre fois la réaffirmation des principes directeurs. Et tout à l'heure, peut-être, je voulais dire, c'est la fin. Est-ce que disait mon confrère Laurent, et c'est quand même pas forcément le ministre qui décide, c'est le président, c'est le chef de l'État qui imprime sa dynamique, sa marque, qui a peut-être dit je veux ci, je veux ça. Peut-être le ministre à l'époque aurait dû dire c'est pas possible, c'est pas faisable, c'est pas possible parce qu'il y a des conséquences. Et voilà. Donc, parce qu'aujourd'hui, le résultat, qu'on le veuille pas, c'est agonisé. Ou quand bien même la proposition viendrait du ministre, le dernier mot revient quand même au chef de l'État. Donc c'est lui qui emporte la responsabilité. Les chefs peuvent émettre des idées. Vous, en tant que cadre international, vous pourriez lui dire non. Autrement, vous déposez le tablier, vous rejoignez vos portes à l'international. Merci. Si vous ne le faites pas, demain, c'est vous le problème. Merci à vous, Laurent. Oui, merci à vous, Olivier Michel de Campos. Quelle mouche a bien pu piquer Patrice Talon? Non, il est dans ses prérogatives. La mouche, c'est C'était l'actu décalé de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de l'actu décalé et par là même de Matin d'Éden.